Merci de toutes vos questions. Je vous demanderai si vous m'autorisez, vous me les avez posées à moi, mais vous m'autorisez à les rendre publiques à vos formateurs, à les laisser là ou je les emporte moi toute seule? Comme je veux? D'accord, parce que vos questions sont précieuses. Je vais demander, si je les laisse là, je vais demander qu'on qu'on me les donne après, qu'on les photocopie, qu'on les tape. Parce qu'en fait, toute ma pensée, moi je ne pense jamais toute seule, mais je pense en lien avec vous et je suis à la retraite. Donc je ne suis plus en lien et je fais très peu de conférences. Je suis plus en lien avec vous, public, et formateurs d'aujourd'hui. Et donc vos questions me permettent de continuer de penser. Donc je vous en remercie pour ce moment et pour la suite. Alors il y a une question qui revient à plusieurs reprises. Je la reformule, c'est votre posture d'accompagnateur et d'évaluateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot accompagnement, et ça c'est mon premier livre, et je crois que vous pourrez emprunter ce livre à la bibliothèque, la DAFPEN en a acheté un certain nombre d'ouvrages, donc vous pourrez les consulter si vous en avez envie. C'est vrai que le mot d'accompagnement est un de ces mots, de nouveau, qui fait bien. Qui fait bien, on accompagne, on ne martyrise pas quand on accompagne. Simplement, derrière un mot, il faut toujours voir ce qu'on met derrière. Et derrière le mot, parfois, il n'y a rien de l'accompagnement. C'est vrai que l'éthique de l'accompagnement, cette belle image, je prends la main d'un enfant pour traverser le pont parce qu'il ne peut pas traverser tout seul et qu'il doit aller là-bas. Et donc, je suis avec lui et je le sécurise pour qu'il traverse le pont. Et je le fais autant de fois jusqu'à qu'il puisse traverser tout seul. C'est l'image de l'accompagnement. Donc, pas d'évaluation, pas de tu devrais faire ça en 3 fois, en 2 fois, en 10 fois, mais on prend le temps qu'il faut pour que ma sécurité, ma présence, puisse lui permettre de faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire tout seul. Et donc ça donne une éthique. Vous avez de très beaux textes de Maëla Paul, et puis mon livre sur s'engager pour accompagner. Et ce mot accompagnement est devenu une mode. Alors quand ça devient une mode, on dit stop. Quand ça devient un slogan, on dit stop. Et on dit qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, c'est une contradiction d'accompagner, c'est-à-dire d'être en proximité de la difficulté de l'autre. Peut-être que cet autre va nous raconter ce qu'il y a derrière la difficulté, parce qu'il nous fera confiance, parce qu'il pourra s'ouvrir, parce qu'il est dans un cadre de sécurité, parce qu'on comprendra peut-être la manière dont il parle cette difficulté. Et aujourd'hui, un des leitmotifs est aussi de mettre notre difficulté. Là, je vous disais, les conditions sociales sont gommées, mais maintenant les conditions sociales peuvent être l'alibi qui me permet de justifier que je ne fais pas quelque chose et que je ne vais pas faire ce quelque chose parce que la faute est à l'extérieur. Et on sait bien que cette délégation de responsabilité à l'extérieur, je suis née dans le mauvais milieu social, j'ai eu un exil, etc. C'est pour ça que je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire et que je veux que la société me paye les dommages qui ont été. Donc ce statut de victime fait que psychiquement, c'est dramatique. C'est d'apprendre à faire avec les choses négatives. Et voilà. Donc, évaluer, voilà, on a tissé un lien de confiance, on a tissé quelque chose qui nous a permis d'aller au-delà. On a fait croire à l'autre que sa parole n'allait pas être utilisée contre lui, et il nous faut l'évaluer.
Donc, qui est tout le contraire, c'est-à-dire je mets si tu es capable ou pas capable de le faire, ou etc. Enfin, je ne sais pas, dans des codifications tout à fait objectives, puisqu'il y a des cases et qu'on coche, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Alors, comment, quand on est mis dans cette double position par l'institution, peut-on se débrouiller? Alors, je pense que c'est à dire dès le départ. C'est à expliciter notre double casquette. Et c'est peut-être à dire qu'on va être l'accompagnement, etc. Et à faire et à dire que s'il y a des choses plus intimes qui sont dites ou une parole, etc., nous ne l'utiliserons jamais dans l'évaluation. Donc ça veut dire qu'il faut détacher vraiment l'accompagnement de l'évaluation et on est là pour permettre que l'autre réussisse son évaluation. Donc nous devons être tendus dans lui donner les codes, les explicitations. Pardon. Oula. J'ai mal avalé. Donc j'avale mal la position des deux. Mais il faut être extrêmement clair. Et si quelqu'un, dans cette situation, n'est pas sécure et ne vous dit rien, alors vous devez l'accepter. On ne parle qu'en sécurité de soi. Et si quelqu'un ressent cette situation comme dangereuse pour lui, ben, il va mentir, ruser, rien dire, banaliser, tout ce que vous voulez. Et il a raison. Donc, là aussi, c'est d'avoir... Et puis alors, on sait les items. Ouh là là, j'ai encore une conférence vendredi. On sait les items de l'évaluation. C'est de les rendre... dès le départ, pour savoir que vous l'accompagnez pour la réussite de ça. Et d'être toujours très clair. Et puis maintenant, ça, c'est quand même votre position de formateur. Vous pouvez, comme les New-Yorkais, faire réussir, même s'il n'y a pas une réussite effective, parce que vous savez que la réussite sera demain. Ça, c'est encore notre pouvoir intime de formateur, non pas parce qu'on est gentil, mais qu'on sait qu'une personne est en évolution, qu'on est sûr que par différents aspects, il sera un très bon enseignant, mais qu'il a des fragilités actuelles qui font que, voilà, il n'est pas... et que explicitement, et non pas implicitement, on lui dit, bon, là, c'est mauvais, mais parce qu'il y a ceci, cela, cela, eh bien, on va faire juste minimum. Mais, c'est-à-dire ne pas leurrer. Et donc, c'est vrai que ça vous demande une clarté, une lucidité sur ces deux pôles, parce qu'on a trop entendu. Et ça, c'est le pire, que des gens se sont confiés à un accompagnateur et ont vu leurs paroles être utilisées contre eux dans l'évaluation. Et là, ça, c'est la faute professionnelle la pire que vous pouvez faire. Maintenant, si quelqu'un... Mais la confiance qu'on vous fera, c'est parce que vous êtes fiable, parce que vous explicitez, parce que vous dites, bon là, ça ne va pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, l'accompagnement, ce n'est pas l'absence d'exigence, comme on croit. C'est être gentillet, non. C'est d'exiger, de pousser, d'imposer, mais dans la confiance. Et comme disent beaucoup de philosophes,
l'obéissance n'est pas contraire à la liberté. Je peux obéir parce que j'accepte d'obéir à quelqu'un dont je reconnais la fiabilité et la compétence. Et j'obéirai, mais je ne perds pas mon autonomie, l'obéissance, et c'est ça c'est les problèmes d'autorité, c'est un peu compliqué. Donc voilà, par rapport à tout ce que vous voulez, et en plus, quand, par exemple, il y a une question, on est collègue, formateur et évaluateur, c'est-à-dire qu'on doit évaluer un collègue avec lequel on travaille, mais c'est hallucinant de vous mettre dans une position comme ça. C'est juste, on n'évalue pas quelqu'un qui est proche. Et ça complexifie, ça crée de l'affectif, d'une suraffectivisation qui est extrêmement mauvaise. On ne pense pas quand on est trop dans l'affect. Ça, c'est évident. L'affect est porteur, mais il est aussi inhibiteur. Et les enfants qui sont trop dans l'affect, trop dans des choses qui sont leurs difficultés familiales et autres, voyez-vous, quand c'est que vous pouvez penser? Quand c'est que vous pouvez apprendre? C'est pas quand vous êtes la boule au ventre, etc. Il faut, c'est ce que Francis Humbert a beaucoup montré, il faut une sécurité intérieure pour apprendre. Si cette sécurité intérieure, on ne l'a pas, et s'il y a trop d'affect, alors bon, il faut traiter l'affect, effectivement, mais on ne va pas penser. Donc voilà, analysez bien, et même si vous êtes collègue, alors vous nommez cette situation. Vous dites, voilà, on est collègues, c'est une foutue situation, je dois t'accompagner et t'évaluer, donc, et regardez le corps de l'autre. Vous allez lui dire quelque chose, il va réagir. Au lieu de passer, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et puis il va vous dire, ben là, écoute, ce que tu as dit m'a blessé. Ok, on reprend. C'est une construction, vous n'allez pas faire juste tout de suite. Mais si vous regardez et que l'autre n'est pas complètement barricadé par rapport à ce qu'il sent, mais le corps, il réagit, même si on est barricadé. Mais c'est reprendre. Ok, je suis ton collègue, on va devoir travailler ensemble, je vais essayer de te former, évaluer, donc on essaye d'aménager, et à la limite, à la fin de chaque rencontre, un moment de parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été? Est-ce qu'il faut reprendre? Perdez du temps. Perdez du temps à réguler ce qui se passe dans la relation. Mais ça, vous devez... Ok, vous pouvez vous plaindre en disant c'est pas possible, je suis, etc. Bah, vous vous plaindrez la vie entière parce que le social est toujours fait de choses qui n'est jamais parfaite. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation-là pour que cette situation ne soit pas nocive? Et là, c'est toujours clarification, explicitation, régulation et d'avancer par rapport à ce qui se passe, par rapport à quelqu'un. Ça va avec ça ou bien vous avez encore une question? Mais il n'y a pas de réponse générale. C'est une réponse, c'est votre intelligence de la situation qui va vous permettre de faire au moins mal et pas forcément au mieux. Et là, il n'y a pas de réponse générale. Et c'est la même chose quand on forme des jeunes étudiants, ils veulent la recette, le truc qui marche. Sauf que on peut donner la recette, le truc, mais ça ne va pas forcément marcher. Et comment on peut, à la fois, non pas, parce que les profs universitaires disent ils veulent des recettes. Oui, ils ont raison de vouloir des recettes, parce qu'ils aimeraient de la sécurité. Alors, dans un premier temps, il faut donner des recettes,
et leur dire que la recette ne suffira pas, et qu'ils vont évoluer, et que pour devenir un enseignant expert, ben, il faut du boulot, du temps, de l'expérience, et qu'au début, on ne l'a pas. Donc on est maladroit, on ne sait pas. Alors il y a une question qui m'a été posée de comment outiller un enseignant novice pour lui faciliter le passage de l'état de survie à un état où il peut commencer de s'y... Et est-ce que cet état de survie est inévitable? Alors moi, je faisais des séminaires sur l'entrée dans le métier. Alors on pourrait faire des tas de choses intelligentes, d'accompagner ceux qui sont novices, de ne pas les mettre dans des situations les pires. Mais on est encore souvent on pousse dans la piscine, c'est comme ça qu'il apprendra à nager. Alors il apprendra à nager, mais avec des mécanismes de défense qui vont l'empêcher d'évoluer. Donc l'état de survie, on pourrait faire des séminaires d'avant, moi c'est ce que je faisais. On faisait des séminaires d'avant où on essayait d'anticiper, mais on parlait de tout et que la première année allait être terrible. De toute façon, bouffeur de temps, plus de vie privée, mais tout ça on nomme. On nomme pour que on sache dans quoi on est. Ensuite, il ne faut pas que ça soit de la survie à long terme, parce que là, c'est le corps qui prendra le relais. Hein. Donc ça, voilà, ce que je pourrais vous... Alors, qu'il y ait de l'angoisse pour les novices, qu'il y ait de la demande de certitude, la demande de recettes, on ne rit pas de ce genre de truc, on ne méprise pas. On donne et il faut des outils. Aucun métier n'a pas d'outils. Donc ces outils-là, il s'agit de les donner. Comment on écrit au tableau, enfin j'en sais rien. Et les universitaires, eux, ils s'en foutent de ça. Et c'est pas bien. Et ils le méprisent. Au contraire, quand on apprend, je lisais un très beau texte de Tim Ingold, qui est un anthropologue, comment on apprend à jouer un instrument? Reprenez ça. C'est pas à coup, c'est à la fois parce qu'on a des outils, parce qu'on a quelqu'un qui nous dit comment mettre l'archet, mais c'est pas que rationnel. C'est l'intégration de l'outil à l'intérieur de soi, c'est l'appropriation de l'outil à l'intérieur de soi, c'est la répétition. Et aujourd'hui, on croit apprendre sans répétition, ce qui est juste pas possible. Et c'est parce que l'outil devient notre corps qu'on fait un outil, et les gestes de l'artisan, on les perd pour une intellectualisation de nos métiers, et on perd tout l'artisanat. Et ça, c'est une catastrophe. Les théoriciens, mettez-les devant une classe. Vous verrez, ce sera joyeux. Parce que c'est autre chose. Qu'ils fassent leur métier dans le laboratoire, c'est un métier et ils produisent de la connaissance qui est intéressant. Mais dans l'action, c'est autre chose. Et donc ça, c'est important que vous le disiez, que vous le redisiez, que vous sécurité. Ok, maintenant, ça va pas, mais tu verras, tu y arriveras. Et voilà ce que je te dis de faire. Tu y arrives pas, bon, on essaye de prendre un autre chemin. Mais vous transmettez, c'est ça que je voulais aussi dire, vous transmettez un savoir et vous transmettez une humanité. Vous transmettez une sagesse. Donc le savoir, c'est ce que disait Bettelheim, c'est une construction d'être et c'est une construction de savoir. Mais c'est les deux en même temps. Et c'est là où ça marche. Quand le savoir est purement extérieur, ben c'est une contrainte.
Alors là-dessus, sur la survie, voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la croyance que des procédures, des modèles, des dispositifs tout faits, c'est ce qu'il faut transmettre pour que chacun fasse la même chose. Alors, laissez-leur faire, puis ensuite vous prenez votre liberté. Vous faites du modèle ce que vous avez envie de faire du modèle. Mais n'être pas bien dans un modèle, vous serez mauvais. Et moi, peu importe le modèle, je suis même très, très généreuse. Vous avez des neurologues qui sont magnifiques dans la relation à l'autre, mais ils allient leur savoir neurologique à autre chose. Donc un modèle n'est jamais la vérité, n'est jamais efficace en soi, un outil n'est jamais efficace en soi, c'est la manière dont je l'utilise, c'est la manière dont je m'y rapporte. Et donc, quand on vous dit faites tous la même chose, le même plan, la même structure de moulin, c'est-à-dire une codification de la pensée de l'autre, et bien ça, vous pouvez vous dire que c'est des mécanismes un peu de mainmise qui sont peut-être pas très très bons. Non ? Donc c'est à vous de médier. Vous savez le modèle et puis vous inventez, parce que c'est parce que vous vous maintiendrez créant, c'est-à-dire inventant des choses, bricolant, parce que vous avez de l'intérêt à bricoler quelque chose qui vous ressemble, que vous transmettrez quelque chose. Si vous êtes soumis à un modèle dans lequel vous n'entrez pas, je pense que vous ne serez pas bon. Donc voilà, aujourd'hui, un événement, une procédure. Alors, très bien, comme ça, on a fait la procédure. On a si bien fait la procédure qu'on n'a rien vu. Hein, et c'est aujourd'hui le drame de beaucoup de métiers qui suivent la procédure qui devrait donner sécurité et qui fait qu'on n'écoute plus et que la procédure, elle est un guide, elle n'est pas une vérité. Mais la procédure, et c'est le juridique, et c'est l'envahissement du juridique dans la relation qui est terrible. Parce que l'autre n'est pas un saint. Tout le monde est maintenant dans repérer le vice de la procédure de l'autre pour pouvoir l'attaquer en justice et pour pouvoir avoir des sous. Et c'est comme ça qu'on accule des gens au suicide, parce que c'est parole contre parole et que, dans l'éducation nationale, il y a eu des drames épouvantables parce que les inspecteurs devraient écouter les politiques, au lieu de faire des discours de la bienveillance, devraient donner des conditions. Ils ne devraient pas demander à des directeurs d'école de faire la classe, plus d'être directeur d'école, tout ça en même temps, et de s'occuper de tout, et ensuite de les juger parce qu'ils ont manqué quelque chose. Enfin, c'est tout un dispositif et il s'agit d'être vraiment vigilant. Parce qu'effectivement, un parent, si vous n'avez pas suivi la procédure, peut vous attaquer. Donc à la fois, il faut suivre la procédure, mais écouter, et surtout justifier pourquoi vous n'avez pas suivi ceci. C'est-à-dire de ne pas le faire en inconscience, mais en conscience, en disant, voilà, c'était ça, 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 j'ai pris ce risque-là, là, là. Voilà, c'est ça, de sauver le vivant. Alors voilà, sur la normativité, nous sommes dans des procédures normatives à l'excès, qui enferment et qui sont l'envers de ce qu'on vous dit, pensez, réfléchissez, etc. La pensée, elle n'est pas en modèle.
Voilà. Ça va? Bon, après, je vous demanderai si vous voulez rajouter quelque chose. Alors là, il y a des questions, évidemment, autour du groupe réfractaire. Hein? Alors celui-là, du groupe ou d'un réfractaire ou d'un public qui cherche le conflit. Là non plus, il n'y a pas de réponse en général. Alors moi, bon, comment faire autorité par rapport à des gens qui attaquent votre autorité? Comment faire autorité par rapport à des élèves qui sont dans la révolte? Alors, il y a plein de choses qui ont été écrites là-dessus. Je crois qu'il faut, premièrement, dire que ça ne nous concerne pas personnellement, c'est-à-dire dépersonnaliser l'agression. Et ça, c'est la première chose. Hein. Un parent arrive, vous agresse, vous, hein, ne personnalisez pas, il redit quelque chose de lui-même dans cette situation. Donc accueillez, dites-lui qu'il a raison, que vous êtes vraiment, ce que vous êtes Dolto, que vous êtes vraiment nul. Et il va prendre votre défense. Maintenant, si vous montez sur vos égos et vous dites je suis le fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de vous sortir, ben, vous allez peut-être prendre un couteau. Hein, c'est comme ça. C'est-à-dire où on refait du dialogue, c'est-à-dire et il faut alors accueillir l'agressivité. Il faut avoir de l'humour, beaucoup d'humour, et chercher. Et tout d'un coup, il y a quelque chose, moi je me souviens d'enseignants qui disaient qu'il y a des classes comme ça où il y a des élèves où c'est impossible. Et tout d'un coup, il y a un événement qui fait basculer. Et c'est bon. Mais ça prend 3 mois. Et il faut tenir ces 3 mois. Et il faut se dire que c'est normal. Et c'est ça qu'on n'enseigne pas aux étudiants. Ils pensent avoir la classe normale, où tout le monde écoute, où tout le monde a envie d'apprendre, et ils ont des élèves qui sont bien ailleurs, pour de bonnes raisons. Et comment on refait? Alors, on refait du dispositif, on refait des expériences, il y a des tas de choses. La pédagogie institutionnelle, on refait du dialogue, on parle, on s'adresse, on individualise, on accueille chacun par son nom, par son prénom. On prend des nouvelles de celui-ci, on demande à celui-là qu'il est bien blanc, est-ce qu'il se sent bien, on apporte à manger. C'est de refaire de la relation. La violence se diminue quand il y a de la relation. Alors, il peut y avoir une personne réfractaire dans un groupe et qui détruit le groupe, et ça, c'est un interdit. On a le droit d'être dans un groupe, mais on n'a pas le droit de s'aborder un groupe. Alors quand on est un adulte, on pourrait se demander, on peut parler à celui-là en intimité, c'est-à-dire de lui dire, ok, il y a quelque chose qui ne se passe pas, mais on ne va pas le faire au niveau du groupe, donc je vous demande de venir. Alors il peut refuser, et puis on peut exclure. Quelqu'un n'a pas le droit d'empêcher les autres de penser ou de faire. Un groupe, il faut protéger le groupe contre un seul, mais tenter que Alors, dans mon dernier livre, je fais cette position d'exclusion. On peut exclure pour faire revenir, mais tout ça était fait de parole. Je n'exclus pas en te méprisant, je t'exclus parce que tu ne peux plus être là. Mais il y a des enfants qui ne peuvent pas tenir à l'intérieur d'une classe.
Alors, comme on trouve à l'intérieur, bon, suivant quand on est, les enseignants du primaire le savent, on peut faire une cahute, on peut dire à l'enfant, ben là, tu peux plus, alors prends un livre, tu vas te reposer là, quand tu pourras, tu reviendras. Enfin, c'est toutes ces choses-là, mais c'est des choses normales. Or, on enseigne, on est dans une idéalisation de l'enseignement qui fait que ces difficultés-là ne devraient pas exister, que si elles existent, c'est la faute des parents et que nous, on doit pouvoir enseigner. Enseigner, c'est construire les conditions pour permettre un enseignement. Donc je ne sais pas, et puis il y a des gens qui sont dans des idéologies qui nous font frémir, hein, qui nous attaquent dans nos valeurs, et quand on est une femme, ben, on aura les trucs sur la dévalorisation des femmes, etc. Je pense que c'est toujours tenir, dire qu'on entend, qu'on n'est pas d'accord, renvoyer l'autre à son propre existence. Enfin, mais ça, c'est... Je ne peux pas vous dire comment faire. C'est vous qui va inventer. Mais si vous n'êtes pas dans le mépris de l'autre, ce que vous allez dire ne va pas faire mal. Je pense. Mais il s'agit quand même de mettre des interdits, des limites, et à la limite, effectivement, de ne pas accepter et de ne pas être dans le masochisme. Aujourd'hui, les enseignants sont masochistes, les formateurs aussi, c'est-à-dire qu'ils subissent sans réagir. Et ça, bah, c'est que de la surenchère. C'est-à-dire si on peut vous marcher dessus, si on peut tout vous dire, si vous ne réagissez pas, ben, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Or aujourd'hui, on a peur de faire mal, donc souvent on ne réagit pas et l'autre va aller jusqu'à que vous réagissiez. Donc faire avec, alors bon, ça c'est la question de la violence, faire avec la violence, on ne sait plus faire avec la violence, mais la violence, elle est le symptôme d'un être en angoisse qui ne sait plus exister et faire entendre sa voix que par la destruction. Ça, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, donc il faut aller voir, il faut alimenter votre propre capacité et ne pas être tétanisé. Les situations de violence qu'on a aujourd'hui qui désignent, mais ça toute la fin du 20e ont travaillé là-dessus. Quand il y a un passage à l'acte, comme on l'appelle, on désigne le coupable pour celui qui a passé à l'acte. Bon, maintenant on passe à l'acte sur le corps de l'autre avec une arme, ce qui était quand même un peu différent d'avant, mais c'est une construction. Il passe à l'acte avec telle ou telle personne. Et puis cette personne est dans une situation telle ou telle à l'intérieur d'un collège, etc., etc. Donc si on n'analyse pas les passages à l'acte, eh bien d'autres Alors est-ce que votre métier de formateur vous permette qu'on analyse le passage à l'acte? Qui était? Comment on lui parlait? Qu'est-ce qui a été dit? Et puis c'est ceux qui ont été les plus détruits dans leur enfance, etc., pas de reconnaissance sociale, etc., qui sont à fleur de peau, eux qui n'ont pas la structure psychique pour faire avec leur pulsion agressive, parce qu'on ne leur a jamais appris qu'on peut parler autrement que par... voilà. Donc le réfractaire, il y en aura toujours.
remerciez-les parce qu'ils vous font travailler. Mais acculez-les, demandez, alors ils diront peut-être des choses justes. Et puis faites avec ça. Je pense que le réfractaire, et puis il y a effectivement des personnes voilà, qui sont perverses, qui cherchent à vous détruire. Et donc, ce que l'on disait dans le temps, c'est qu'un enfant qui cherche à détruire un adulte, la pire chose que vous puissiez lui faire, c'est d'être détruit. Il faut, parce que ça va être une chose terrible à l'intérieur de lui-même. Donc que lui cherche à vous détruire, c'est dans la construction de soi, mais qu'il nous détruise, ça, jamais. On reste. Donc aujourd'hui, effectivement, les enseignants veulent qu'on les aime. Donc ils ont besoin d'amour. C'est pas les enfants qui ont besoin d'amour, c'est pas les adultes qui aiment les enfants, c'est les enfants qui doivent aimer les adultes. Donc vous voyez la fragilité psychique que c'est. C'est-à-dire je dépends que tu me trouves bien et que tu me dises que tu m'aimes. Et donc, bien entendu, la révolte est prise comme une destructivité de soi. Alors ça, il faudrait peut-être intégrer ça dans la formation primaire. Voilà. Alors, ça va là? C'est bon? Alors, il y avait effectivement... est-ce qu'il y a de l'amour dans la relation de formation? Est-ce qu'on est un meilleur thérapeute, un meilleur formateur quand, voilà, quand on est plus âgé et qu'on a plus d'expérience? Est-ce qu'il faut passer par une thérapie ou est-ce que comment devenir sensible? Et quand on est trop sensible, que fait-on? Alors ça, souvent, j'avais des jeunes étudiantes qui me disaient « mais je suis très sensible, je suis trop sensible. » Donc, et qu'est-ce qu'on fait quand on est trop sensible? On va à l'opposé. Donc on se barricade pour ne pas montrer sa sensibilité. Et effectivement, on se fait mal. Alors, la relation à l'autre professionnel et dans l'accompagnement, il faut se méfier de nos confusions de sentiments. L'autre n'est ni un ami, même s'il peut le devenir après, et ça existe. Et il y a un interdit d'utilisation de l'autre pour nos pulsions sexuelles, parce qu'on devrait aussi former les jeunes étudiants à ça. On n'aurait peut-être pas moins de passage à l'acte pédophile dans les métiers de la relation, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des confusions d'amour, c'est-à-dire d'utilisation de l'admiration de l'autre pour son propre narcissisme. Ça, c'est non. Hein? L'autre, nous avons à trouver nos ressources d'amour ailleurs que dans notre métier. Par contre, être fiable, être sécurisant, aimer bien ce que l'on fait, être une personne de consistance, être une belle personne, être une personne qui peut rire d'elle-même, être quelqu'un qui montre ses forces et ses faiblesses, être quelqu'un de vivant et qui fait des choses intéressantes et qui crée de l'amour chez ses... Oh, ça existe, mais là, il faut faire attention. Alors, vous aurez des gens qui tombent amoureux de vous, hommes ou femmes. Ça s'appelle du transfert, et c'est normal.
c'est juste normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de croire, comme le disait Freud, que c'est pour de vrai. Vous êtes dans une position, peut-être moins maintenant, mais qui est une position d'autorité qui fait venir ces pulsions d'amour, mais jamais les utiliser et être bien. C'est pas copain-copain, c'est pas ami-ami, c'est on est là et on. Et quand il y a ces pulsions d'amour qui arrivent, ben, on essaye de les travailler avec elle ou avec lui, mais en intimité. On ne se moque jamais de quelqu'un. On fait que. Alors là aussi, c'est comment faire, c'est une des questions, comment faire dans un groupe qui a des individualités, des inimitiés dans un groupe, et dans l'analyse de pratique, ça va être difficile s'il y a des prises de parole. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui va devenir le bouc émissaire du groupe, par sa manière d'être, par sa manière de parler, par sa manière de, etc. Il y a un interdit, et ça, on le travaille. C'est dans l'analyse l'analyse de pratique, c'est à la fois avoir du matériau extérieur et du matériau intérieur. C'est-à-dire, s'il y a des phénomènes de rejet de quelqu'un dans le groupe, on s'arrête. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça... Parce que c'est des phénomènes qui sont identiques dans une classe. Est-ce qu'on permet ça? Aujourd'hui, je suis hallucinée qu'on permette, qu'on ferme les yeux sur du harcèlement, sur du mépris, sur une parole dévalorisante. Je me dis, mais on a régressé. On régresse sur l'usage de l'autre comme un objet, sur de faire son estime de soi sur l'abaissement d'un autre. C'est des mécanismes du racisme. Qu'est-ce qui fait que notre société, si évoluée, avec des robots si intelligents, produit ce qui est les rapports les plus basiques du rapport à l'autre. Et ça se travaille, mais on dira, moi je suis là pour enseigner du savoir, ça ne me concerne pas. Et c'est de la... comment on appelle ça? C'est de la non-assistance à personne en danger. Et de se maintenir là, quand on entend les témoignages de ceux qui sont harcelés, et de dire que le directeur, etc., par rapport à des différences, par rapport à l'homosexualité, etc., il n'avait pas besoin de dire ce qu'il était, il récolte ce qu'il doit. Enfin, c'est d'une cécité et d'une inhumanité qui, moi, me fait frémir. Donc voilà. Ça, voilà, et voilà. Ça va là-dessus? Ok. Alors, est-ce que... Bon, les évaluations, ça j'ai fait. Et puis après, je vous dirai, bon, sur sans thérapie, je crois comment on devient sensible. Et ce n'est pas une question d'hommes et de femmes. Hein. On a tous notre sensibilité qui est différente. Je pense que si vous pouvez, à l'extérieur de votre métier, développer une sensibilité, quelle qu'il soit, dans un art, dans un chant, dans une chorale, dans un théâtre, dans la marche, etc., non pas pour vous rendre plus efficace, mais pour pouvoir respirer, eh bien, ça permet. Et puis, de s'apercevoir, et c'est pas du sport à haut niveau, parce que les sports à haut niveau, ils voient rien du tout, hein, ils voient que leur corps, puis après, le corps fait mal. Mais c'est alors, on m'a traité de romantique.
qui était la pire chose qu'on puisse dire à une intellectuelle universitaire. Mais néanmoins, le rapport à la nature, le rapport maintenant à notre environnement, le soin pris à notre jardin, tout ça est nos structures. Bon, les enfants qu'on élève, même si ça nous pose parfois de grands problèmes, mais il y a quelque chose qui nous rend sensibles, et quand on se sent insensibilisé, il faut s'arrêter et écrire, pour moi. Et puis parfois, d'aller trouver un thérapeute. Hein, c'est pas un drame. C'est même savoir se remettre dans choisir un bon thérapeute. Enfin, un thérapeute le moins nocif possible. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. Hein. Maintenant, il y a les formations qui se font par Internet, les formations à distance, qui sont bien agréables, puisqu'on n'a plus tous ces phénomènes. Hein. C'est la machine, moi, l'autre dans son individualité, et son isolement, sa solitude. Donc il n'y a plus de présence de corps, il n'y a plus de relations, et on sait que les MOOC, dont on a dit qu'ils allaient nous remplacer, eh bien, ne fonctionnent pas si bien que ça, parce que les gens, au bout d'un moment, arrêtent. Donc, c'est pas... on peut faire de la formation à distance, mais il faut aussi qu'il y ait la formation en présentiel. C'est-à-dire, c'est jamais... une chose ne va pas tuer les autres. Donc, pourquoi pas de la formation à distance? Moi, maintenant, comme j'ai mis mon corps en parenthèse pendant 40 ans, je m'abonne à des médecins qui me parlent de mon corps, de mes organes, de mes choses, etc. Et ça, c'est à distance, je ne sais pas. Mais j'ai la capacité ensuite de parler à d'autres, etc. Donc, une chose... Là, je vais devoir faire une conférence vendredi sur pourquoi on ne mettrait pas des robots pour évaluer. C'est peut-être l'avenir, n'est-ce pas? Voilà, on sera sûr d'être objectif, il n'y aura pas la partialité des humains, on aura un robot, une logiciel, et l'autre aura son résultat objectif. Et apparemment, c'est l'avenir pour les évaluateurs. Beaucoup pensent que l'avenir est sur la robotisation de l'évaluation. Un robot, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein, c'est toujours la même chose. Donc tenir sur la distance, c'est comment il y a de l'échange à côté. Est-ce que c'est simplement le cours et puis... Mais parfois, c'est important pour des gens qui sont excentrés et qui n'ont que ça pour pouvoir se former. Alors, c'est magnifique de se former alors qu'on ne peut pas, on est à 600 km et on ne peut pas. Mais à côté, il s'agit d'avoir autre chose. La solitude est une chose bonne et une chose mauvaise. Une chose bonne parce qu'on est seul pour penser, on est seul pour mourir, on est seul quand on est. La solitude, tenir la solitude est un de nos piliers psychiques. Maintenant, la solitude qui est de l'isolement, c'est-à-dire plus de relations, que des relations virtuelles. Il faut voir au Japon les gens qui se mettent hors de la société, qui sont en isolement complet par refus de la société et qui pour certains, pètent les plombs et qui peuvent attaquer, avoir des choses. Donc, c'est toujours
groupe, solitude, lien, solitude, mais pouvoir supporter la solitude comme de ne rien faire est peut-être une urgence dans notre société. Voilà. C'est midi. J'ai un oui. Par rapport aux formations à distance, Oui. je reviens sur ce que vous avez dit. Il me semble qu'il y a des modèles de formation à distance qui sont justement des formations qui sont dans l'accompagnement et dans l'accompagnement de petits groupes, qui travaillent énormément sur les interactions entre les gens, etc. Et moi, je me souviens d'avoir entendu dans l'Académie de Versailles des formatrices témoigner en fin d'année de ce qui s'était passé. Voilà, la question c'était est-ce qu'il s'est passé plus de choses au niveau sensible, au niveau relationnel humain entre les stagiaires et vous qu'en présentiel. Et je me souviens très bien que la plupart des formateurs disaient oui, il y a un approfondissement du lien, on va beaucoup plus loin et le corps y était. Oui. Et des formateurs qui travaillent en Algérie comme ça avec des doctorants qui sont très loin et témoignent aussi que, ne serait-ce que dans la voix, par la voix, parfois, le corps y est, pas de la même manière qu'en présentiel, mais le corps peut y être aussi. Voilà. Mais c'est toujours se demander, il y a des choses à distance qui créent de la relation, et puis il y en a d'autres qui empêchent la relation. Donc tout est dans la manière de le faire. Il n'y a pas, c'est pas là. L'enseignement à distance en général, c'est celui-là, qu'est-ce qu'il crée et comment on remédie. C'est ce que j'ai appris, c'est la psychanalyse s'est plantée. Par exemple, elle a dit parler est bien, mais la généralisation de la parole est mauvaise. L'intériorité est bien, mais se centrer sur soi est mauvais. Donc, c'est jamais un impératif général, c'est quelque chose qu'il faut moduler et ne pas rejeter ce qui est contraire à ce quelque chose. Donc, parole et silence, c'est les deux. Toujours tenir les contraires. Amour-haine, c'est les deux. Agressivité et empathie, c'est les deux. Toujours tenir les deux et donc jamais juger seulement dans une généralité. Voir ce que l'on fait avec cet outil-là. Voilà. Il y a quelque chose auquel je n'aurais pas touché, ou ça va? Ça va? Ok, je vous souhaite bonne vie.